Bonjour, c'est Morcus et la ronge de la fin de la vidéo. On est revenu ici pour vous dire que on parle beaucoup de cette vidéo. Ça va être une longue critique. On n'était pas exactement concis et construit dans ce qu'on a voulu dire. On vous a raconté le livre du début à la fin dans les détails. Voilà, plutôt que de le critiquer. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non? Regardez la vidéo et disez-nous ce que vous en pensez. Et à tout de suite. Pour fêter cette première vidéo... par le petit cocktail. Oh la vache, ouais. Bienvenue Bonjour. dans cette première vidéo. Bienvenue. Et aujourd'hui, on vous propose de faire une petite critique du livre Ubik Et par oui, Philip K. Dick. la version en français, Ouais. la version en anglais. Alors déjà, je voudrais commencer juste par souligner un petit truc. Il y a pas déjà un spoiler dans la première ligne de ton livre? Oui, voilà, déjà, il y a un petit, un petit spoiler. Glenn Rossiter est mort, oui. Bah alors oui. Bah désolé, donc cette vidéo ce sera pas spoiler free parce que Voilà, on commence voilà. par ça. Donc dans la version en anglais, première ligne. Première ligne, un truc qui se passe à la moitié du bouquin, faut se le dire. Par contre, ce qui n'est absolument pas un spoiler, c'est la couverture de ta version. J'ai pas compris. Même après l'avoir lu, je sais pas pourquoi il y a des ballons partout. C'est-à-dire que genre, dans la plupart des Toi, je comprends. dans la plupart des versions du bouquin, il y a l'aérosol, là voilà, c'est un peu le symbole de l'histoire. Là, il y a juste des ballons, l'objet central, de type le prisonnier, là, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais de quoi parle ce livre au final? À part de Glenn Rossiter qui est mort. On va dire que c'est un livre déjà assez abstrait. Déjà, c'est un livre. Alors, c'est abstrait, oui. Mais. Ne se passe-t-il pas des choses dedans? Alors, en gros. Comment dire? Ça se passe dans le futur de 1992. Déjà. Parce que ça a été écrit dans les années 60. Voilà, donc ça se passe dans le futur, en 1992. En gros, le monde est peuplé de gens qui ont des capacités psychiques Ouais. particulières. Dans la société, c'est un peu vu comme une menace. Il y en a plusieurs types, il y en a qui lisent les pensées, il y en a qui voient l'avenir. Ouais. Donc il y a plusieurs organisations de sûreté qui sont créées. Ils réunissent des gens qui ont des capacités psychiques aussi, mais qui en fait ont des capacités telles qu'ils permettent de contrer les gens qui ont des capacités psychiques. Déjà, c'est déjà assez compliqué. Et Donc voilà. en gros, c'est ça. Si t'as quelqu'un qui peut lire dans les pensées de quelqu'un d'autre, bah cette personne-là, qui est anti-psy, on va dire, elle va pouvoir empêcher cette personne d'utiliser ses compétences et donc l'empêcher de lire dans les pensées des autres. Voilà. Donc typiquement, il y a un exemple qui est donné dans le livre où il y a une entreprise qui sait qu'il y a quelqu'un qui espionne comme ça en lisant les pensées des personnes qui y travaillent, et donc ils font appel à cette deuxième entreprise pour contrer cette personne-là et l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Voilà. Donc en fait, les méchants, ils appellent ça des psys, et les gentils, ils appellent ça Anti-psy, des... c'est ça, ouais. C'est des anti-psys? Oui. Ils ont pas un autre... Ils avaient pas un autre nom? Eh ben, on va les appeler les anti-psys. Si vous voulez connaître le vrai nom, lisez le bouquin. Voilà, et donc en fait, c'est ça l'entreprise de Glenn Rossiter. C'est le président de cette entreprise d'anti-psy. Voilà. Et donc, un beau jour, on leur demande de faire une mission sur la Lune. Une mission, genre où apparemment, voilà, donc c'est l'exemple que t'as donné, où il y a une dame qui vient voir Glenn Rossiter, du coup, et qui dit, voilà, dans mon entreprise, on pense qu'il y a des gens qui se sont infiltrés, et on a besoin d'une quinzaine de vos agents pour les contrer. Voilà, c'est ça. Donc il faut que vous veniez avec 15 de vos agents sur la Lune. Vos meilleurs agents, tant qu'à faire. Voilà, pour vos une meilleurs agents, grosse, bah oui, voilà. C'est un gros contrat. Ils emmènent donc la quinzaine d'agents, notamment le héros qui s'appelle Joe Chip, C'est ça, ouais. et qui, en gros, lui, sa capacité, c'est quoi? En gros, il mesure le champ psychique dans les pièces. Sa capacité, c'est qu'il sait pas tenir à son argent. Voilà, il sait pas tenir son argent, et Il fait des mesures en fait de champ, justement pour savoir précisément s'il y a telle ou telle activité psychique particulière qui est en train d'être utilisée. Donc typiquement, lui va pouvoir mesurer et dire ah ouais, en effet, t'as 1, 12 ou 15 psy. Enfin, je sais pas leur unité, c'est pas trop expliqué l'échelle. Donc. mais voilà, il y a ces personnes-là qui sont en action en effet à cet endroit-là. Et il y a aussi genre une autre personne qui est important de souligner dans ce groupe, une nouvelle recrue qui s'appelle Pat Conley. C'est ça. Pat pour Patricia. Et son talent, c'est de contrer ceux qui voient dans l'avenir. C'est Anti-précog. en anti-précog. Donc en gros, elle va dans le passé changer un événement, et du coup ça le change dans le présent. C'est ça. Donc par exemple, parfois elle peut dire ah ouais, bah je vais vous dire ça parce que dans le passé j'ai déjà agi différemment et je sais que ce choix-là vous a pas plu, alors du coup je le change. Et là, je vais faire la bonne décision parce que je sais qu'avant ça n'a pas marché. Voilà. En gros, elle peut revenir dans le passé et changer ses choix. C'est la seule à avoir ce pouvoir-là, apparemment. Voilà. Et que jusqu'ici, il y avait personne qui pouvait contrer les précogs. Et ce qui est très intéressant que j'ai aimé, c'est que quand Joe Chip, justement, il a évalué ce pouvoir et évalué cette nouvelle recrue, il a bien noté, en effet, attention, ça peut être en danger, parce qu'elle a déjà réussi à manipuler Joe Chip lors de l'entretien
entre autres en montrant ses seins, mais aussi en remontant. J'ai pas compris cette scène. J'ai lu des trucs comme quoi c'était dans les années 60, et t'avais toute cette vague hippie un petit peu, et pour eux c'était peut-être aussi moderne d'être un petit peu libéré du point de vue du corps. Peut-être que justement ça choque beaucoup moins, et pour lui c'était un petit peu le futur aussi, parce qu'il faut se dire aussi que c'était très novateur à l'époque. Mais ouais, en fait, ce qui ressort aussi, c'est que c'est une super nouvelle recrue avec un pouvoir qu'on n'a pas, qu'on connaît pas, mais en même temps faut faire vachement attention parce que en gros elle peut faire la pluie et le beau temps, elle peut travailler pour Ulysse, elle peut travailler pour Glenn et elle peut utiliser son pouvoir. Mais c'est qui Ulysse? Parce que... on a name drop là, mais on sait pas qui c'est Ulysse. Donc Ulysse, de ce que j'ai compris, c'est un peu l'homologue de Glenn Runsiter, mais chez les psys justement. En fait, c'est lui qui va gérer une entreprise de personnes qui ont ces facultés mentales. Et un petit peu, c'est un peu l'ennemi juré de Glenn Runsiter au final. Mais voilà, du coup, c'est le chef de l'espionnage industriel par les psys, quoi, un truc comme ça. Donc il y a la nouvelle recrue qui vient juste d'arriver, il y a Joe Chip qui contrôle les trucs, et il y a une quinzaine d'autres gens, et Glenn Runsiter qui vont sur la Lune. C'est le début d'une blague. Et dès qu'ils arrivent, c'est la merde, ils sont dans un piège. Il y a une bombe, il y a un mec qui explose. Il y a une bombe en forme de gars. Comment tu t'es représenté, toi? Oh, encore mieux que ça, comment tu t'es représenté Glenn Runsiter? Est-ce que t'avais une image en tête pour lui? Alors, je sais pas, je voyais un gars, genre un peu petit, genre un peu compact, bien habillé, mais avec une grosse tête qui faisait... Parce qu'ils arrêtent pas de décrire qu'il a un genre de tête qui se balade hors de son cou. Moi, je le vois un peu comme... Tu sais, genre les figurines, tu tapes sur la tête, ils font ça. Je le voyais un peu comme ça, moi. Moi, j'avais une image très claire de lui. Quand j'ai lu la partie sur ses cheveux, je me suis dit... Je vais l'imaginer comme le gars dans Mindhunter. Pas le gars qui ressemble à Emmanuel Macron, mais l'autre. Un peu baraqué, un petit peu gros. Je vois pas à quoi il ressemble pour le coup. Ah, il faut que je te le montre. J'ai oublié son nom, mais c'est la tête qu'il a eue pour moi pendant tout le livre. Mais en fait, moi, c'est marrant, en général, quand j'ai une description d'un personnage comme ça, j'ai tout de suite une vision en tête, mais plus je lis le livre et plus je me rends compte que c'est absolument pas comme il devrait être. Parfois j'aime pas justement quand t'as une vision très claire et que t'as des détails qui vont pas dans ce sens-là, tu vois. Et ouais, du coup, j'ai pas envie de le changer parce que genre. Voilà, c'est lui. Tu vois, un peu baraqué, oui, parce que un peu genre un peu vieilli aussi, genre. Exactement, à la c'est soixantaine. Ça. Oui, c'est ça. Moi, je le voyais un peu comme genre un peu comme mon grand-père, mais en plus jeune et plus dynamique avec un petit costume et tout, genre et un peu genre rigolo, mais avec une petite tête qui bouge. Et donc, donc quand ils sont sur la base lunaire, oui, il y a une bombe. Enfin, en fait, il y a un mec qui vient les voir. On a déjà entendu parler de lui. C'est genre un mania de l'économie. On en entend parler juste avant quand Joe Chip il veut des ragots. Oui. Et qu'on lui sort un article sur ce mec-là. Voilà, et c'est genre sur vraiment ses investissements économiques et tout. Ah oui, d'accord. Et donc en gros, il y a le mec qui vient les voir sur la Lune. Et là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il commence à gonfler, il commence à tournoyer, à s'élever au niveau du sol, et là, il explose. Il commence à tournoyer et il explose. Et là, du coup, Glenn Runsiter meurt. À partir de là, c'est là que vraiment il se passe tous les trucs intéressants. Ouais, là, il y aura plein de retournements de situation, en effet. Donc, c'est à partir de là que c'est vraiment super intéressant de le lire parce que on sait pas où est-ce que ça va. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous l'avez toujours pas lu à ce niveau-là, n'hésitez pas à le lire. Et à revenir à cette vidéo après parce que... Il est pas bien long en plus. Il est pas bien long. Voilà, et puis quand t'es dedans, moi quand j'étais dedans, j'ai lu au final en très peu de temps parce que c'est vraiment un des rares livres où quand tu lis, bah t'as envie de savoir la suite. Là, j'avais oublié que je pouvais m'amuser en lisant un livre. Oui, c'est ça. Vraiment, t'as l'impression d'être sur un grand 8 émotionnel. C'est ça, exactement. Mais ouais, juste pour revenir à ça, c'est vraiment un livre qui se lit très bien, qui est hyper intéressant et qui donne envie de le lire et de le finir assez vite, donc n'hésitez pas à lire, à revenir après. J'avais jamais lu un bouquin comme ça, c'est incroyable. Mais moi ça m'étonne toujours qu'il soit, j'ai envie de dire si peu connu, mais pour autant, plus j'en parle et plus je me rends compte que les gens le connaissent, mais on n'en parle juste pas, alors que c'est un plaisir à lire, quoi. On va continuer sur la suite de l'histoire. On revient sur l'histoire. Donc, la bombe a explosé. Donc là, on est du point de vue de Joe Chip, et on se rend compte que Glenn Runsiter, il est mort dans l'explosion. Et maintenant, tout l'intérêt de cette suite de l'histoire, c'est de récupérer son cadavre et d'essayer de l'amener au plus vite au moratorium. Ah voilà, ça on n'a pas expliqué ça. Ouais, parce qu'en fait, dans ce futur-là, ce qu'on peut faire, c'est garder des personnes mortes en semi-vie. Donc si on arrive à les congeler assez vite et à récupérer des signaux de leur cerveau, en fait, on arrive à pouvoir les contacter et pouvoir leur parler pendant une période définie. Du coup, ils essayent de récupérer Glenn et de l'emmener au vaisseau et de le mettre dans un truc froid pour qu'il puisse être mis en demi-vie. Exactement. Sauf que, déjà, dès que la bombe elle a explosé, ils s'attendent à ce qu'il y ait l'armée des méchants qui arrive. Oui, ils s'attendent à ce qu'ils viennent les finir, quoi. Mais rien ne se passe. C'est ça. Donc ils arrivent au vaisseau, ils arrivent à revenir au vaisseau sans aucun danger ni rien. Ils se demandent s'il n'y a pas un deuxième piège derrière. Est-ce que le vaisseau, il est occupé ou pas? Est-ce que quelqu'un les attend pour les finir derrière? Voilà, donc déjà, ils trouvent ça bizarre.
Ils reviennent au moratorium, où en gros on leur dit que bon, On a c'est fait ce trop qu'on a tard, pu, voilà, on a fait ce mais qu'on on a n'a pu, pas réussi à capter mais Glenn quoi que il ce est soit. mort. Sauf que des choses se passent. Notamment, alors déjà quand ils arrivent dans le vaisseau, ils se rendent compte que, alors que le vaisseau vient d'être créé et fourni, il y a dedans un annuaire qui date de 2 ans avant. C'est ça. Ensuite, Quand ils arrivent au moratorium, il y a Joe qui commande juste un café, qui avait la petite crème à côté qui était périmée, il y avait le café aussi qui avait un petit peu de moisissure dessus, et en gros, bah, il avait un café qui avait quelques temps quoi déjà, et donc il était choqué. il essaye de prendre une cigarette, et la cigarette elle tombe en poussière. C'est ça. Et il y a plein de détails en fait d'objets comme ça qui viennent du passé ou qu'on subit le temps qui passe. Voilà, soit les objets qui sont vraiment détériorés avec le temps mais instantanément, soit qui se dégénèrent en anciennes versions d'eux-mêmes. Par exemple des voitures qui deviennent des anciens modèles, des trucs comme ça. Ouais. Donc en gros, depuis l'explosion, il y a on sait pas des pourquoi. phénomènes qui se passent qui sont pas En fait, forcément clairs. c'est comme s'ils étaient toujours présents à ce moment-là, mais que le temps autour d'eux revenait en arrière. C'est ça. Ça justement, c'est un truc que je trouve assez génial parce que dans le bouquin, genre, c'est un truc qui n'existe pas et qui crée lui-même avec ses propres règles. Ouais. Mais du coup, comme On y c'est. Ouais, on y croit parce que c'est pas vraiment un truc qu'on peut expliquer, qu'on a déjà connu, qu'on a déjà pensé. Et du coup, c'est dit avec tellement d'abstraction et tellement de flou que on sait pas quelles règles ça a. Et du coup, plus ils ajoutent des règles et plus on y croit, quoi. Les personnages qui sont dans cet environnement qui retournent vers le passé, ils se rappellent de mots qu'ils ne connaissaient pas, de mots d'objets passés. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'eux-mêmes, ils retournent dans le passé. Et je crois aussi qu'ils vieillissent physiquement. Oui, parce que oui, c'est ça, à des moments, genre d'un seul coup, genre il y en a qui vont d'un seul coup se sentir très froid et très fatigués. C'était dingue quand c'était décrit. Ah là, ça c'est Wow. terrifiant ça, oui, Ouais. parce que genre un moment, bah, c'est la première personne qui meurt du coup, c'est Wendy. Ah oui, Wendy, genre, dont le personnage principal était très amoureux. Oh, j'étais triste. Oh là là. Mais oui, parce qu'en plus elle se fout de sa gueule à un moment. Oui. Genre, à un moment, il y a Wendy et un autre collègue qui sont en train de parler, et puis genre ouais, c'est chiant parce qu'il est amoureux de moi et tout, genre, il y a un moment, ça bitch un peu comme ça, genre. Et puis c'était trop mignon, le passage où il explique Joe qu'il est amoureux d'elle et qu'il Oui. elle est parfaite et tout, moi j'ai l'impression d'être tout maladroit, tout ridicule à côté. Oui. C'était beau. Et C'est puis, mignon. justement, quand il demande ce qu'elle reste avec lui à l'hôtel, je me suis dit, bah justement, peut-être qu'il y aura un peu de romance, un petit peu de drama, ou au moins une discussion entre les deux. Et au final, on n'a pas du tout ça, quoi. Donc Wendy, en fait, c'est la première de l'équipe des survivants qui meurt à cause du passage du temps, au final. Enfin, on sait pas vraiment pourquoi, sur le coup, c'est juste... c'est vrai. Dans la situation étrange dans laquelle ils sont, elle meurt de façon bizarre. Il la retrouve. C'est horrible comment il la retrouve. Ouais, c'est Joe qui la retrouve dans un placard de sa chambre d'hôtel et elle est devenue en gros recroquevillée, voilà, toute petite, c'est ça. Ouais, toute petite, émaciée, enfin presque squelettique, et on dirait que c'est du coton et du papier tellement tout est tellement. Oui, c'est ça. Et puis ses vêtements, ils ont plus aucune structure, ils sont vraiment lavés par le temps. Voilà. Et ce qui ressort, c'est ça, c'est qu'on dirait qu'elle est restée là pendant des années et des millénaires et qu'on la découvre maintenant. Voilà, ouais. Et en fait, lui et elle sont restés dans une chambre d'hôtel pour se séparer du reste du groupe, qui est du coup revenu à New York parce qu'ils étaient à Zurich. Oui, parce qu'à la base ça se passe à New York. Parce que le moratorium, c'est ça, il est. Voilà, il le est moratorium il est à Zurich. Ouais. Pendant que toute l'autre équipe est revenue à New York, eux ils sont restés. Eux ils sont restés. Donc du coup, lui il retourne à New York pour aller avertir les autres. Même avant ça, pendant qu'il est encore dans sa chambre, il entend au vidphone, donc qui est en gros son téléphone avec la vidéo aussi, il entend Glenn qui lui parle, mais sans pour autant entendre son retour. Il y a juste il entend Glenn qui parle, c'est ça. Un débit de parole, on sait pas exactement à quel sujet et tout, mais on entend Glenn qui parle, et du coup il le voit pas, mais il l'entend parler. Et même quand il raccroche le téléphone et qu'il redécroche, genre il l'entend encore derrière. Alors que déjà il est le seul à l'entendre. Ouais, voilà, la personne qui s'occupe du moratorium n'arrive pas à entendre quand elle est présente au même moment. D'ailleurs, la personne qui gère le moratorium s'appelle Herbert Schönheit von Vogelsang, et ça nous fait beaucoup rire. Enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive à entendre Glenn lui parler alors qu'ils n'arrivent pas à le capter en semi-vie. Pour lui, c'est trop tard. Voilà, c'est ça qui est perturbant, c'est qu'il arrive à l'entendre, qu'il est le seul à l'entendre, alors que normalement Glenn ne peut rien émettre. Donc du coup, Joe il revient à New York pour avertir les collègues. Et les collègues, ils ont déjà trouvé une manifestation de Glenn Rossiter aussi. Il y a un message sur une boîte d'allumettes. Et il y a aussi, les pièces. Avec le portrait de Glenn imprimé dessus. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'au début, quand ils sortent une pièce, ils disent dites donc, c'est normalement sur la pièce là, c'est Walt Disney qui est dessus. Ouais, normalement c'est Walt Disney ou Fidel Castro si c'est une pièce de telle année. C'est genre...
Ça, c'est ce qui ressort beaucoup de ce livre aussi, c'est l'importance des entreprises et des entrepreneurs et des personnes comme ça qui ont créé dans l'entreprise dans le livre, parce qu'ils apparaissent sur des pièces, et même quand on parle des grands journaux et des publicités psy, anti-psy, on parle pas des pays, on parle vraiment que des entreprises. Et c'est aussi en lien avec toute la dimension un petit peu capitaliste du livre, enfin, quand il parle de pub, quand il parle d'argent, le fait que tu dois payer par exemple pour tout dans le livre. Au début du livre, quand on est à l'appartement de Joe Chip, il doit payer pour tout, il doit payer pour ouvrir la porte, il doit payer pour prendre une douche, pour se faire un café, pour tout ça. Il y a toujours des petits distributeurs, des petits emplacements à monnaie pour mettre une petite pièce à côté de la machine. Dans ce livre, vraiment, donc tu as un énorme pouvoir et c'est manifeste par rapport, c'est ça, aux entreprises, à l'argent. Et ça ressort par diverses façons. Encore une fois ici, le portrait qui est sur les pièces, mais dès le premier chapitre, le second chapitre sur l'appartement. Oui. Mais voilà, en fait, c'est vrai que du coup, pendant tout le bouquin, il y a vraiment tout un cynisme par rapport à la société de consommation et les entreprises et le capitalisme, tout ça en général. Et moi, ce que j'aime beaucoup, donc on en reviendra après sur Ubik, le produit en lui-même, mais ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que à chaque début de chapitre, t'as une petite publicité. Oui, voilà. C'est là où il va tellement loin qu'il se dit, tu vas lire un chapitre, pour ça tu vas payer, tu vas regarder la pub avant. Et ça, je trouve qu'il va hyper loin, parce que... Et c'est pas juste quelque chose qui est écrit dans le roman, c'est vraiment toi qui es acteur de cette publicité-là. Oui, voilà. En le lisant, quoi. Et c'est vraiment une petite publicité pour Ubik. Le petit produit Ubik qui fait tout et n'importe quoi. Voilà, c'est impossible de comprendre à quoi sert Ubik, parce que... c'est une bière. Dans chaque truc, voilà, c'est une bière, c'est un produit pour les cheveux, et à chaque fois, c'est à utiliser selon les recommandations. C'est ça. Voilà. Dans le petit cynisme du genre, on vous vend ces produits, bien sûr, il faut les utiliser comme il se doit. Hein. C'est safe tant qu'on suit les recommandations. C'est un petit peu menaçant dans ce sens-là, et tu sens que le produit il est aussi un peu dangereux, et j'aime bien le double visage, quoi. Voilà. Le produit miracle, mais qui peut aussi devenir dangereux, donc faites attention, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que vraiment pendant toute la première moitié, les 2 premiers tiers du livre, tu vois les pubs pour Ubik, mais à aucun moment ils en parlent dans le bouquin. Oui, quoi. c'est ça qui est bien, c'est le titre du livre. T'en entends parler à chaque début de chapitre et tu sais pas ce que c'est. Voilà, c'est ça. Et même au bout d'un moment, quand Joe Chip, on lui demande de trouver Ubik et de l'utiliser, on sait pas trop ce que c'est au début. Voilà, on sait pas trop ce que c'est. Avec le temps qui remonte, ça change aussi. Au début, on a un vaporisateur, après on a une pommade, on a une crème, et ça change à chaque fois. Du coup, ça c'est encore longtemps après qu'il parle. Non, c'est pas si longtemps après que ça, parce que du coup, Joe il revient à New York. Oui. Donc suite de l'histoire. Poursuivre l'histoire. Joe il revient à New York et donc il est en train de se mettre d'accord, enfin de se mettre en commun avec les autres qui sont les autres survivants sur les manifestations de Glenn et tout ça. Il y a un moment où il se met en aparté avec un autre de ses potes qui s'appelle Al Hammond, genre qui est dans l'entreprise. Et du coup, ils sont assez d'accord pour reconnaître que, en gros, genre c'est ça, il y a une force maléfique et une force. C'est ça, il y a une force maléfique qui est en train de tout dégénérer et une force positive qui est plus ou moins Glenn qui essaye de les avertir. C'est ça, qui essaie de leur donner des conseils, qui essaie de leur noter sur le paquet d'allumettes, je crois que c'est... Voilà, ouais, sur le paquet d'allumettes, par exemple, le petit message de Glenn, ou Glenn sur les pièces, ou tout ça. Et un autre moment où lui et Alamond vont aux toilettes, parce que Alamond il va pas bien, donc il va aux toilettes, et là c'est horrible. Voilà. C'est horrible ce passage où il sait qu'il va mourir. Déjà, on a le côté d'Alamond qui perd la boule, qui se voit dans une sorte de désert froid et sombre, et c'est extrêmement bien décrit, c'est impressionnant comme tu peux t'imaginer ce qui se passe. Et donc il devient de plus en plus amorphe, il a du mal à communiquer, il se sent mal, et donc il cherche à s'isoler. Et ce que j'adorais, et ce qui était horrible avec cette scène, c'est Joe Chip qui dit bon je te laisse, hein. Ouais. Salut. Et puis à la fin il répond pas. Et il sait que l'autre est mort, et puis il s'en va quand même. Et t'as cette partie-là qui est vraiment bizarre. Ah ouais, parce que là, Joe Chip, incroyable. En soi, il devrait rester avec, il devrait dire attends, je vais pas te laisser là, ça se voit que ça va pas. Et il sait très bien que l'autre est en train de mourir, et il s'en va quand même. Et de toute façon, il sait qu'il peut rien y faire, quoi. Donc, il sait que ça arrivé. Genre... Et d'ailleurs, quand ils arrivent aux toilettes, c'est là où il y a un mot qui est écrit. Exactement. Ouais. Voilà, c'est là qu'il y a le message qui est écrit sur le mur des toilettes, qui est Jump in the urinal and stand on your head. I'm the one that's alive, you are dead. C'est ça. C'est la phrase en fait. Je suis vivant et vous êtes mort. Du coup, ils sont en train de se dire que Et moi, c'était mon premier retournement de situation. J'étais genre mais en fait, ça se trouve, ça expliquerait tellement de choses. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont tous en semi-vie ou alors morts, et que c'est Glenn qui serait vivant. Et c'est là où je me suis dit on est qu'à la moitié du roman, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est ça. Là, c'est à ce moment-là où on se dit, ok, ça en est là, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas comment ça se passe. On sait pas qui croire. Parce que là, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés d'un coup, et on nous explique ça comme ça, mais on se dit, mais comment est-ce que tout marche ensemble, en fait? Et tu crois que ça t'explique des choses,
Et en fait, ça te fait poser tellement plus de C'est questions. ça. Mais En même temps, c'est aussi dans cet état-là qu'est Joe Chip à ce moment-là. Oui, c'est voilà. que il avait ses certitudes, il avait Glenn qui était mort, et puis maintenant il se demande ah ça se trouve ce serait moi. Et je crois qu'il accepte assez vite cette possibilité où Oui, ce voilà. serait lui qui serait en semi-vie au final. en fait, c'est vrai qu'après, genre, je sais pas si on va expliquer dans les détails tout ce qui se passe dans le bouquin, mais Bah je pense qu'on est parti peut-être pour. juste dire que, enfin, en gros, petit à petit, genre, il y a plusieurs moments où Glenn, comme ça, il arrive à réussir à parler à Joe. Oui. Et à lui expliquer petit à petit ce qui se passe. Mais ce que je trouve génial, c'est que c'est tous des humains qui essayent de comprendre un truc complètement tiré par les cheveux, donc au final personne ne comprend vraiment à 100% ce qui se passe. Et on finit à la... Sauf Glenn. Même Glenn il sait pas. Genre même Glenn il y a un moment il pense que c'est à cause de Pat que tout arrive. Et donc en gros ils finissent par, par se dire qu'il y a juste un truc abstrait positif et un truc abstrait négatif qui sont en train de jouer l'un contre l'autre. Ouais, c'est ça. Et eux ils sont au milieu et puis ils essaient de pas crever. Enfin, Voilà. Et du coup c'est un peu ça pendant tout le bouquin. C'est ça. Donc là ils sont tous ensemble à New York, donc il y a Alamond, on pense qu'il est en train de mourir. Donc là il y a Joe Chip qui voit ses inscriptions et qui se dit bah, je vais aller retrouver le groupe, je vais partager cette info avec eux et puis voir déjà ce qu'on peut faire. Ouais. Et quand ils retournent où le groupe était, donc là ils y sont plus. Ils sont partis à l'enterrement. Ça, ils sont partis à l'enterrement. À des moines. Des moines, c'est des ça. moines en Iowa. Et donc à ce moment-là, il y a la télé qui se met en route, c'est ça. Ouais, et la télé dans la salle qui se met en route. Il y a une publicité qui passe. Avec Glenn. Avec Glenn qui présente le produit. En fait, génial. c'est un peu genre vieille publicité des années 60, type téléachat. Oui. Avec Glenn qui présente le produit miracle Ubik en aérosol. Et donc du coup, avec voilà comment le produit marche. Et puis il y a la petite assistante qui est genre oh là là, mon frigo est complètement vieux, c'est devenu un vieux modèle, je mets du Ubik dessus et ça redevient mon frigo tout neuf. C'est ça. Du coup, même après, à la suite de la pub, genre t'as Glenn dans la pub qui parle directement à Joe. Mais ça j'ai adoré aussi. Oui, voilà. Le passage, c'est enregistré il y a 2 semaines, donc je sais ce que tu vas me dire parce que j'ai des anti-précoques qui travaillent avec moi, et donc je vais répondre à tes questions. Et j'adore au bout d'un moment où ça dévie, et puis il répond plus aux questions. Et voilà, il y a un moment où c'est plus ce qui se passe, et du coup ils n'arrivent plus à communiquer. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté-là, c'est enregistré avant ma mort, et je peux quand même répondre à ce que tu dis, jusqu'à un certain moment. Ouais. Quoi. Et ça aussi, c'était un très bon passage, et c'est encore un retournement de situation, parce que tu peux dire c'est une hallucination, ou il est en train de rêver ce qu'il voit à la télé. Et au final, il y a des explications rationnelles. Pareil, c'est rigolo, parce que c'est genre Glenn qui a enregistré la pub, mais c'est un sujet hyper sérieux, il lui explique comment rester en vie, mais en fait c'est une pub toute rigolote, genre oh, attention, regardez avec l'assistante machin, genre avec le petit jeu de rôle. Ça tourne beaucoup autour de la pub. Et voilà, et il y a beaucoup de moments où même genre Glenn qui parle, puis il fait bon Joe je dois partir, mais surtout n'oublie pas, Ubik est à utiliser selon les conditions indiquées. C'est là où je trouve qu'ils sont vraiment arrivés au bout de... Enfin Philippe il est vraiment arrivé au bout de sa démarche, c'est qu'il y a toujours de la pub pour un produit miracle, mais pour le coup le produit là, c'est vraiment un produit miracle, voilà, parce que si tu le fais pas, bah tu meurs quoi. Et donc du coup, par la pub, il apprend qu'il y a ce produit qui s'appelle Ubik et qui va lui permettre de s'en sortir. Glenn, dans la pub, il lui dit qu'il va lui envoyer un colis qu'il va recevoir dans son appart. Chez lui, ouais. Donc là, Joe, il retourne dans son appart, où il se rend compte que tous ses sa télé, ses outils, pour écouter, tout ça voilà, est en train de... sa cafetière et tout est en train de revenir à des étapes précédentes. Même la télé, c'est devenu une grande radio en bois. T'as beaucoup de descriptions qui t'aident aussi à comprendre ce qui se passe et à te situer. Mais pour autant, moi j'ai déjà lu des livres où il y avait beaucoup de descriptions et où je m'ennuyais. Et là, dans ce livre, enfin, je pense pas m'être vraiment ennuyé dans ce livre-là, quoi. Bah, c'est assez, dans l'ensemble, c'est quand même synthétique, quoi. Genre, il dit ce qu'il faut, genre, il y a un moment... C'est ça, il en dit pas trop non plus, parce que t'as des passages, par exemple, sur le côté froid et glacial, quand ils vont mal et quand ils sentent qu'ils arrivent vers la fin, ça reste quand même assez flou, assez vaporeux. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il décrit juste ce qu'il faut, mais il garde aussi une part de mystère. Et il arrive quand même vraiment à fixer le décor comme ça, quoi. Oui, voilà, ouais. Il rentre chez lui, donc il voit que tout est régressé, et il reçoit une boîte d'Ubik. Il reçoit son colis, et c'est pas l'aérosol. Là, je crois que c'est juste une boîte de pommade. C'est ça, c'est déjà la pommade, donc c'est la version d'avant, la pommade Ubik. Ouais. Et puis il voit la composition, et il est genre, putain, mais ça va me tuer ce machin. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais oui, c'est genre un truc complètement horrible. Ouais. Il décide d'aller à des moines quand même. Oui, parce qu'il s'est dit, c'est vraiment les gens qui s'isolent, qui finissent par mourir le plus vite, et il faut que je retrouve le groupe, que j'arrive à cet enterrement-là, pour avoir une chance de survivre. Voilà. Il arrive à l'aéroport, et il essaie de troquer donc son ancienne voiture, avec un aller vers des moines, c'est ça.
Et donc il dit voilà, j'ai une belle voiture de telle marque et tout. Et quand ils arrivent jusqu'à sa voiture, elle est encore retournée en arrière. Ouais, voilà. Et là, il a une vieille voiture que personne ne veut. Il arrive quand même à troquer son Ubik contre le voyage en avion parce que son Ubik a encore dégénéré Oui, c'est ça. en une C'était ancienne pour lui. version qui Ouais. était aussi une version un aérosol qui apparemment contient des paillettes d'or. Ah oui, il y avait un truc comme ça. Voilà, donc du coup le pilote d'avion il se dit oh bah c'est génial, je vais pouvoir je pensais qu'on n'en faisait plus, ma grand-mère elle en avait un peu paquet, je vais le revendre, je vais me faire des milliers et tout. Et donc il arrive à Des Moines. Là il se rend compte qu'il est genre en 39. Ouais. Il se rend compte qu'il est en 39, donc aube de la guerre et tout. Et du coup, il est à Des Moines et il y a un taxi qui va l'emmener jusqu'à l'enterrement. Et avec le chauffeur de taxi, il commence à parler de la guerre. Et il dit ouais, bah mais bon, enfin je sais que ça va bien se passer parce que d'ici, Parce que je sais ce qui se passe, quoi. voilà, il sait ce qui va se passer, donc il sait comment la guerre va se finir. Puis le chauffeur de taxi qui dit oh ouais non, moi je pense pas. Moi je pense que les juifs ça va pas, c'est un problème dans notre pays et tout. Il part dans un monologue comme ça. Il y a Chip qui est à côté qui qui en revient pas de ce qu'il entend quoi. Parce Bah que... non, il en revient pas de ce qu'il entend, mais derrière il veut juste arriver à sa destination et il dit ok, bon d'accord, on n'est plus dans la même vision Oui. des choses et je vais laisser passer parce que c'est pas mon but. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant que l'auteur fasse cette petite parenthèse entre les personnages qui viennent de 92 et qui ont leur nouvelle mentalité et la mentalité aussi du temps. Et je pense que limite ça a rien à faire dans un livre de science-fiction, mais il fait quand même ce petit détour par la morale de l'époque. Ouais, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est rigolo. Il est dit quoi qu'il fasse ça. Je m'attendais pas à voir ça en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment un petit côté genre bonus, mais genre enfin un peu comique même, genre vraiment sur bah le... oui, c'est un des côtés comiques du livre pour moi. Quand ils arrivent à l'enterrement, alors Joe il a raté l'enterrement, mais il va quand même voir le cercueil de Ron Sitter, et il se rend compte qu'il est dans le même état que les autres qui sont morts, C'est ça. et du coup, on le comprend encore moins. Bah c'est ça, Enfin, là on on se comprend, dit... quoi. Attends. Il est pas mort. Ou il est mort. Il est ou mort du coup, il est mort et il est pas mort. Qu'est-ce qui se passe de spécial à l'enterrement? Je crois Là qu'il y ils a- discutent et ils se disent oh on va tous mourir. Et il y en a déjà un premier je crois qui est parti s'isoler et qu'on va pas retrouver. Oui, voilà. Et il y en a un Qui est deuxième qui se sent mal et qui dit bah, je vais retourner à l'hôtel, je me Ouais. sens pas bien. Du coup, ils vont tous dans un hôtel, ils y Comme vont ça. à 2 voitures, et même que Joe il se prend une infraction. Oui. Il se prend une C'est infraction et sur le PV du flic, c'est là qu'il y a écrit Ah. parce que attends, là il faut qu'on mette parce que juste avant, du coup, il y a tout le monde qui demande à Pat, mais comment ça se fait que t'es pas revenu en arrière pour Parce que c'est bien la seule à avoir pour- ce pouvoir-là. voilà, quoi. c'est la seule à pouvoir changer le passé et elle dit bah j'ai pas fait parce que j'y arrive plus, mon pouvoir il marche plus, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Et tout ça, j'ai bien, enfin, je comprends le passage, je comprends sa réaction, mais ce que j'ai pas trop aimé avec ce personnage et avec comment elle évolue, c'est qu'en gros, elle envoie tout le temps des petites piques à Joe Chip. Ouais. Et depuis le début, tu dis, ok, elle, 99% c'est sûr, elle est du côté de Hollis, et Voilà. c'est à cause d'elle que ça s'est passé, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça m'ennuie un peu parce que ça manque un peu de subtilité et de retournement de ce point de vue-là. Il y a plein d'autres retournements dans le livre, mais là, je me suis dit, bon, d'accord, quand est-ce que tu vas tout simplement dire qu'elle a fait le coup Ouais, et qu'elle est dedans, quoi. mais en même temps, dans tous les personnages, ça justement c'est un autre truc, genre petit aparté, un autre truc que je trouve cool, c'est que tous les personnages de la société de Ron Sitter sont pas des personnages du futur ou genre des personnages hyper caricaturaux, c'est des personnages assez normaux. Et genre t'en as qui sont plutôt bien et puis t'en as bah c'est un peu des cons quoi, genre il y en a un qu'ils aiment pas, il y en a un tout le monde le dit qu'il l'aime pas, genre c'est un petit con mais genre il a embauché quand même parce qu'il est fort et du coup moi ça m'a pas semblé bizarre que genre Pat elle soit un peu connasse comme ça, genre Ouais, mais depuis le début, il y a des doutes sur elle. Et le comportement, ça prouve d'autant plus qu'elle a un truc à faire Ouais. dans l'histoire, tu vois. Et cela dit, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis sur les personnages un peu normaux. Parce que peut-être que c'est aussi le côté humoristique du livre. Mais quand il décrit un à un les personnages au début, quand tu vois un petit peu comment ils sont fringués à chaque fois, mais Ouais. t'as des trucs hauts en couleur, quoi. Et tu te dis, ok, c'est tous, ils sont tous habillés en clown, quoi. Ouais, mais voilà, c'est pas genre des professionnels de leur métier, c'est des gens random, quoi. C'est Ouais, des gens c'est qui vrai, y a sont un peu de habillés, tout, ouais. qui sont habillés en tous les jours, et du coup, moi, ça me gêne pas que. Que Pat, Qui elle a ont- aussi cette dimension-là que Pat, un peu voilà, particulière, ouais. Je me suis dit, ça. Enfin. Mais en même temps, le fait que dès le début, genre, il y a Joe qui écrit sur le papier qu'il faut se méfier d'elle. Ouais, en même temps, il avait raison. Voilà, dès le début, je me dis, bon, bah, s'il écrit ça, c'est que clairement, faut se méfier d'elle, quoi. Oui. Pat qui dit qu'elle est pas. Elle a rien à voir là-dedans. Et donc, juste après, Joe reçoit une contravention, et sur le PV du flic, il y a un message de Glenn. Incroyable, Oui. je te jure. C'est là où je t'ai envoyé. Oui, voilà, oui. Je t'ai dit, C'est là qu'il y a le message de Glenn qui dit attention, ce que vous a dit Pat est totalement. Il y a pas de suite, le message parce qu'en- s'arrête là. C'est ça. Parce qu'elle voulait, elle venait de répondre à la question. Non, enfin, est-ce que t'as quelque chose à voir avec
avec ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que t'as pas remonté dans le temps? Et là, elle a dit non, je ne pouvais pas, ce n'était pas possible, je n'ai pas compris moi-même ce qui se passait. Et là, quelqu'un est en train de nous dire non, c'est pas du tout vrai. Et ce quelqu'un, c'est Ron Seater, qui est censé être mort, mais qui est là quand même, on ne sait pas. Suite à ça, bon voilà, genre ils essayent de pas trop en parler. Avant d'aller à l'hôtel, genre il va dans le drugstore pour aller chercher de l'Ubique, mais il en trouve pas. Il trouve que du vieux, et il peut pas le payer, donc bon, on n'est pas obligé. Ils avaient fait 2 voitures, et lui justement, il cherchait de l'Ubique, parce qu'il avait donné son Ubique pour arriver à Des Moines. Voilà. Et là, il le cherche toujours. J'adorais ce passage justement à la vieille pharmacie, voilà, avec le personnage qui a l'air de pas être dans la même réalité, et qui parle pas en même temps que sa voix. Exactement, j'ai adoré ça. J'ai adoré ce passage. Parce qu'en plus, oui, c'est ça, la pharmacie dans laquelle il entre. Elle est très sombre, elle alterne entre 1939 et 1992. Le Ubique qu'il trouve là-dedans, c'est quand même du Ubique régressé. Et il peut pas le payer en plus. Il peut pas le payer dans tous les cas, donc il s'en va. Donc, du coup, et ils vont fermer aussi, il y a une histoire de on va fermer. Oui, voilà, en plus ils vont fermer. Donc du coup, il retourne à l'hôtel et il décide de confronter Pat. Oui. C'est à ce moment-là que la merde devient réelle. Il voit Pat, il lui dit ouais, je suis sûr que t'as foutu la merde. Genre, il lui montre le PV et d'un seul coup, il y a un truc qui se passe. On a l'impression qu'elle fait. Il y a l'hôtel qui semble exploser. Oui. Et en fait, on voit du point de vue de Joe que tout est devenu gris autour de lui et qu'il a très froid et tout. Et qu'il commence à ressentir ce que Amande commençait à ressentir quand il était en train de mourir. En fait. Voilà. Donc du coup, il y a son pote qui était là. Il dit oh tu vas pas bien, je vais chercher un docteur. Et donc lui, il s'en va. Et lui, il dit il vient seul avec Pat. Voilà, il vient seul avec Pat. Et lui, tout ce qu'il a envie de dire, c'est il faut que je me repose quelque part. Genre ça devient plus fort que lui. Exactement, il faut absolument qu'il arrive à monter à l'étage dans sa chambre et qu'il dorme, qu'il s'allonge. Et du coup, il y a Pat qui lui fait prendre les escaliers et qui joue avec lui, genre vraiment qui se fout de sa gueule, genre vraiment il lui demande si elle a une cigarette, et il dit oh bah non j'en ai pas, puis elle prend une cigarette, elle se l'allume. Mais à ce moment-là, quand j'ai lu le passage, elle prit une cigarette et commence à allumer tout, je suis retournée en arrière pour vérifier, elle m'avait dit qu'elle en avait pas. Elle jubile un peu, lui il galère, il y a vraiment genre pendant plusieurs pages qui montre lui en train de monter les escaliers. Genre. Et là il est par terre, il est vraiment au plus mauvais de sa forme. Voilà. Et on sent qu'il va mourir incessamment. Et elle se fout de sa gueule. Enfin, elle joue avec lui, genre, ah, bah dis donc, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, et tout, bah dépêche-toi d'arriver à ta chambre, tu vas bien dormir, et tout, genre. Elle confirme ce qu'on pensait, que déjà la personne qu'il avait repérée était de mèche avec elle, et avec Hollis, au final. Voilà, et donc du coup, elle est clairement avec les méchants, quoi. Finalement, elle le laisse tranquille, il arrive à sa chambre d'hôtel, il ouvre la porte, il commence à se diriger vers le lit, et à côté du lit, il y a un fauteuil, et sur le fauteuil, il y a Ron Seater. Qui est là, qui fait... Je vous attendais. Bon, voilà, je vous attendais. J'ai le Ubique. Voilà. Genre, il dit, ah, bah t'es là, bon, bah tiens, assieds-toi sur la chaise, il sort du Ubique, et il l'asperge. Et là, il se sent beaucoup mieux. Et tout de suite, il se sent beaucoup mieux. Ah, le produit miracle, hein. Petite parlotte avec Ron Seater, où Ron Seater explique que, genre, il y a une entité bénéfique qui génère le Ubique, et que, en gros, bah, c'est Hollis qui a travaillé avec Pat, entre autres, pour essayer de les foutre dans la merde. Oui. Sauf que, clairement, Joe, il comprend pas, et il dit, bah pourquoi ils nous ont pas juste tués dès le début avec la bombe. Au final, ça fait réfléchir Ron Seater. Bon. Genre, où il se dit, ah bah j'avais pas pensé à ça, tiens, il faut que je réfléchisse. Et au final, au fur et à mesure de la conversation, on se rend compte que Ron Seater, il en sait pas forcément plus que les autres. Pour lui, dans sa réalité, il a survécu, les autres ils sont morts, mais il en sait pas plus en effet. Du coup, lui, tout ce qu'il dit, enfin tout ce qu'il peut dire, c'est... c'est que lui, il est vivant, et les autres ils sont morts. Moi, je suis vivant, et en fait, vous êtes tous morts dans l'explosion. Du coup, je vous ai tous gardés en froid, et je suis en train de communiquer avec vous. Du coup, vous êtes tous liés ensemble, et vous êtes tous dans la même réalité, parce que vous êtes en demi-vie, maintenant. Et ce qui a un sens, hein. Voilà. Ce qui apporte un petit peu de sens aussi à ce qu'on a lu jusque-là. Voilà, du coup, ça explique pourquoi le monde part un peu en couille, mais genre, quand même pas tout, genre, on comprend pas pourquoi il y a des trucs qui pourrissent, on comprend pas exactement pourquoi le temps revient en arrière, parce que ça correspond pas exactement à ce que fait Pat. Dans tous les cas, on sait, ça devient de plus en plus clair qu'ils sont pas dans la réalité normale. Voilà. Et que, le fait que tout le monde est en train de repartir en arrière comme ça, c'est expliqué par le fait qu'ils sont tous morts et qu'ils sont dans une autre réalité. Et donc du coup, Ron Seater, il s'en va, parce qu'il veut reparler avec sa femme, qui est... Et là. Enfin, qui est aussi dans le froid. Au moratorium. Au moratorium, ouais. Et en fait, au début du bouquin, c'est vrai que c'est un truc, on n'avait pas parlé parce que c'est tellement anecdotique au début du bouquin. Au début, ouais. Avant que tout ça se passe, il y a Glenn, en fait, dans le premier chapitre, qui arrive au moratorium et qui vient parler avec sa femme. En fait, sa femme, elle est morte assez jeune, vers 20 ans, et en gros, ils se sont promis qu'elle allait rester... coprésidente de la boîte. C'est ça, et qu'elle aura toujours des décisions à prendre pour la boîte, et donc, de temps en temps, Glenn vient la voir et lui explique ce qui se passe et lui demande des conseils.
Donc, Sauf que comme ça fait longtemps, du coup, qu'elle est au moratorium, ça que- commence à être de ouais. plus en plus faible, elle commence à être de plus en plus faible. avoir moins en moins de temps aussi restant où on communique avec elle. Et donc, au début du livre, quand il lui parle, il y a un moment où c'est plus à elle qui parle, c'est à un ado, je crois, un Ouais, ado c'est de ça. 15 ans, qui s'appelle Jory. Ouais. Et genre qui est là et qui dit « Oh bonjour, bah les gens veulent pas trop parler avec moi, mais du coup je suis là, mais... » Et du coup Glenn il Mais est arrête, énervé je parce parle que avec genre, ma voilà. femme. Et clairement sa femme, enfin elle peut pas contrer ce Jory. C'est ça, parce qu'il Genre- est plus jeune, il a plus d'énergie, on Voilà. va dire psychique, que elle, qui est morte depuis un petit moment déjà, et qui donc a beaucoup moins de force. Et du coup, voilà, genre, enfin, Herbert Schönheit von Vogelsang, il dit que, oh, bah oui, ça doit être un bug, des fois il y a des esprits un peu plus jeunes et vifs C'est qui ça. prennent le contrôle sur d'autres, mais Ouais. vous inquiétez pas, ça va se changer, on va les éloigner, tout ça. Enfin bon, après on n'en parle plus. Donc du coup, Glenn, il décide de partir reparler avec sa femme. Ouais. À ce moment-là, dans le monde de la demi-vie, il y a, Il y a le tous les copain autres. de Joe qui revient avec un docteur. Oui. Et Joe il est genre ben non ça va Moi, mieux, ça va tiens, mieux, hein. tiens prends le Ubik et asperge-toi avec ça. Ouais. Et donc du coup son pote il s'asperge et on se rend compte qu'en fait c'était pas son pote, c'était Jory C'est qui ça. en fait Qui est une tête horrible. qui La est en fait description était horrible. deux personnes fusionnées les uns sur les autres. Un truc comme ça. En gros ouais il a un visage en deux parties. Mais en gros, moi, ce que Ouais, je retenais, voilà. c'est qu'il avait des dents très pointues et qu'il avait vraiment Mm. un esprit un peu. Un physique un petit peu démoniaque. En gros aussi, c'est ça, tu c'est vois. genre deux jumeaux qui ont fusionné en un, quelque chose comme ça. Je me rappelle. Parce que genre au début il y a aussi les survivants qui racontent qu'ils ont fait un cauchemar sur deux Oui. jumeaux qui les tourmentaient et en gros c'est eux Et en gros, c'est ça. et Et ça, tu vois, ça pose aussi des questions. Le fait qu'ils aient peut-être rêvé de cette personne-là oui. avant toute cette histoire, avant qu'il soit mort. Attends parce qu'on n'y est pas encore. Ouais, Il mais est tu pas encore. poses d'autant plus de questions sur ce que Voilà. tu pensais être vrai et ce que tu penses être vrai actuellement. Ouais, ce que Jory explique c'est que c'est lui la force maléfique du truc. Qui essaie de les faire mourir un à un et de les en manger, fait, voilà, c'est ça. il se nourrit des gens qui sont en demi-vie en leur créant un univers qui est l'univers de demi-vie du coup dans lequel tous ceux en demi-vie Et vivent. en les affaiblissant. Et voilà, et il les affaiblit et il finit par les manger. Et à ce moment-là, Et, on apprend justement que les autres qui étaient encore en vie, y compris Pat, Mm. ils commencent à perdre leurs moyens, à devenir Voilà. de plus en plus faibles. Au Et final ils justement, sont Pat tous est morts. d'autant plus surprise. Et même Pat elle Parce meurt. qu'elle pensait être à l'origine de tout ça, et Voilà. en fait, non. Et en fait non, et du coup elle meurt et on apprend qu'elle meurt avec énorme surprise parce que Mais oui, on pensait, et elle pensait aussi, être la méchante du bouquin. Joe il se rend compte qu'il peut pas le battre parce qu'il est un petit peu invincible et il peut pas se faire tuer par Jory tant qu'il est neuf, donc qu'il est plein de Ubik. Il part en et voiture. il cherche quelqu'un. Et il cherche quelque Il cherche chose. quelqu'un. Il a juste, je crois qu'il a envie de tester l'imagination de l'ado Ah, et c'est du coup ça. il essaye de faire du sexe. Genre il essaye Ah, tu crois que c'était ça? Pour moi, c'est ça. Pour moi, il essayait de coucher avec quelqu'un de l'imagination de l'ado pour C'est voir s'il possible. était capable de faire ça et pour l'embêter, tu vois. Pour Ouais. moi, c'était ça. Il va dans un taxi et il trouve une fille sur le trottoir. Il Non, commence à avant, il l'interpeller. demande un bon resto. Voilà, il demande un bon resto. Ça, c'est aussi le Voilà, côté humoristique ça c'est du livre. cool. C'est ouais. J'ai amené une meuf random que j'ai trouvée dans la rue au bon resto. Voilà. Et donc du coup, voilà, il interpelle la meuf random. Hey, salut, comment ça va et tout. Et la meuf, au lieu d'être trajet ou quelque chose, elle est un peu surprise, bien, elle Joe, rigole et j'arrive. tout. Voilà, genre elle est très très à fond dedans, on sait Ouais. pas trop pourquoi, donc elle monte dans le taxi, à ce moment-là Joe il est un petit peu genre vite en train de mourir. Et donc du coup il y a la fille qui lui parle, oh là là mais oui, oh, ben Joe, c'est pas... oh là là vous allez pas bien, tenez prenez ça et tout. Et elle lui donne un certificat pour qu'il Bon, pour reçoive... Ubik à vie. Voilà, bon pour avoir du Ubik à vie. Et du coup, il comprend pas, genre il dit bah, qu'est-ce qui se Comment vous passe. savez Je sais plus comment ça se passe, mais en gros la fille lui explique qu'elle est... Je suis là, je suis la femme de Glenn, Voilà, et je suis la force positive qui vous aide depuis le début. voilà. Et ça, j'étais un petit peu déçue par rapport Ouais. à cette information-là, à ce niveau-là, parce que quand tu sais que Jory, il a un peu la force négative, moi je me suis dit, bah on connaît qui d'autre en Sommelier qui pourrait aider, bah forcément elle là. Et je me suis dit, c'est forcément la force positive. Alors pour moi après là c'est juste c'est pas une abomination comme Jory, c'est Non. plus quelqu'un après quelqu'un d'autre qui est aidé par la force positive. Pour moi c'était juste un sbire de la force positive et pas juste la force positive en elle-même. Et du coup pour moi c'était pas déconnant, mais j'y pensais plus du tout Non, à je dis elle. pas que c'est déconnant, mais moi justement Mm. quand j'ai commencé à réfléchir justement à qui pourrait être la force positive, moi, tout de suite j'ai pensé à elle. Ah non c'est marrant, j'ai pas du tout eu Parce que ce chemin de pensée là, imagine, du coup imagine t'aurais eu l'intro avec elle, on entendait parler un peu, et puis au final on est en semi-vie, on sait que tout le monde est dans cet état-là, Mm. et t'entends plus parler d'elle. Mm. Ça m'aurait vraiment surpris. Mais Donc, là il est un peu deg moi parce j'ai qu'il va bien pas aimé. au resto avec elle, voilà, tu du vois. coup il va pas au resto mais il a de l'Ubik, donc il Mais est il a bien du content Bic à quand même. vie, donc c'est pas mal. Donc du coup il est en train de mourir mais il va dans Il le cherche un premier- drugstore au plus Il vite. trouve un drugstore. Ouais. Il y va, bonjour, je voudrais de l'Ubik. Et le mec lui dit, ah bah désolé, on en a plus. Ouais. Et là, Joe, il se rend compte tout de suite qu'en fait, c'est juste une manifestation de... Enfin, c'est juste De Jory ouais. qui est en train de se foutre de sa gueule et qui dit, ah bah ouais, bah non, en fait, j'ai de l'Ubik, mais il est complètement régressé, donc tiens, voilà ta pommade.
Donc du coup, Joe, il a un peu deg, il peut rien faire. Il va s'asseoir sur un banc. Et là, il y a une dame qui vient le voir et qui dit bonjour, je suis votre livreuse d'Ubik. C'est une petite dame qui vient bonjour, voilà, c'est votre colis de Ubik que je peux vous fournir à n'importe quel moment. Et du coup, il ouvre la boîte et il voit qu'il y a une canette de Ubik. Et du coup, je crois qu'il s'en asperge et qu'il va mieux. Oui. Et donc la femme, elle s'en va et il demande attendez, mais au final, il y a quoi dans Ubik? Et là, il y a cette scène que je trouve absolument géniale, où du coup, la femme, enfin, du coup, moi, je l'imagine, genre, elle se retourne avec la petite musique angélique, et elle lui explique un paragraphe comme ça. C'est les composants, c'est ça? Oui, voilà, tous les composants. Oui, en fait, c'est fait à base de particules positroniques, machin, des bidules, tu vois, le champ de machin et tout. Et et il y a un moment où juste elle dit que c'est des électrons chargés négativement. Oui. Et du coup, tout ce que Joe il trouve à dire, c'est les électrons, c'est déjà chargé négativement. Non. En fait, ce qui est génial aussi dans tout le long du bouquin, c'est que Joe il est toujours un peu comme ça. Dès que quelqu'un fait une faute de grammaire ou quelque chose, il le corrige. Même quand il commence à mourir et qu'il est dans les escaliers. Et que Pat, genre, elle dit whom au lieu de who, ou un truc comme ça. Ça, c'est drôle aussi. En gros, c'est le produit miracle qui te permet de rester en vie. Et puis, il y a une explication totalement rationnelle. Il y a une explication totalement rationnelle. Alors qu'ils sont en semi-vie et qu'en gros, c'est un peu des manifestations de l'esprit pour moi. Et ils sont dans un monde un peu imaginé. Et là, quand même, une réponse claire et scientifique et rationnelle à tout ça, tu vois. Ah, bah, s'il y a une formule chimique derrière, je suis contente. Voilà, ouais, c'est bon, on peut y croire. Et donc. Épilogue du livre. Donc il y a Glenn qui est au moratorium. Je crois qu'il veut trouver, voilà, il veut aller au téléphone. Oui. Du coup, il essaye de mettre une pièce. Sa pièce. Il essaye de mettre une pièce et ça passe pas. Et du coup, il y a Herbert qui lui dit ah bah non tiens voilà je te passe une pièce. Hop, il commence à téléphoner puis il regarde du coup Glenn il regarde la pièce qu'il avait sur lui. Et il y a Joe Chip sur la pièce. Ça s'arrête sur ça. Alors d'ailleurs, cette fin, genre, pour moi, c'était juste une fin troll. Alors, je me suis posé la question parce que j'ai réfléchi justement à toute l'histoire. Et là, ce que tu me redis sur le rêve du début, bah ça se trouve, c'est encore plus loin. Ils sont tous en semi-vie ou c'est le rêve de quelqu'un. Bah, je me suis dit, ouais, on pourrait se dire ça. Parce que au final, trolls, on pourrait se dire qu'ils sont genre dans une sous-couche de semi-vie incroyable, mais au final on s'en fiche. Genre parce que voilà, le scénario qui était encapsulé là-dedans, il s'est bien terminé. Et là il y a un petit truc qui dit ah mais il y a peut-être plus. Et c'est ça, il y a un twist en plus. Voilà, on s'en fiche. Pour moi, c'est un peu comme la fin de Inception, quoi. C'est genre, exactement, on s'en fiche au final qu'ils sont dans un rêve ou pas. C'est genre. Justement, le truc de la fin, c'est qu'on sait pas s'il est dans un rêve ou pas, mais on n'a pas besoin de le savoir. Moi, je trouve que c'est quand même différent par rapport à Inception, parce que Inception, j'ai beaucoup aimé la fin, et en effet, tu restes totalement sur le suspense. Alors que là, pour moi, tu finis pas sur un suspense, tu finis sur ce que tu pensais est faux. Oui, et c'est pas la même chose. Oui. Tu vois, c'est comme si la toupie était tombée sur Inception, ou enfin, n'était pas tombée et t'avais vraiment une réponse claire. Alors que là, pour moi, ça remet en cause tout ce que t'as vu jusqu'ici. Alors qu'Inception, ça remet pas forcément en cause. Une chance sur deux, tu vois. Ouais. Mais pour moi, genre, ça remet en cause d'une façon telle que, au final, tu peux, si tu réfléchis, tout peut s'être passé exactement comme toi tu peux le vouloir, quoi. Genre, tu peux toujours inventer un scénario pour que ça marche. C'est ça. Mais du coup, c'est juste, ça ajoute une petite ambiguïté en plus qui fait tout marcher ensemble. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Mais c'est vraiment ce que je ressors de ce livre, c'est tous les retournements de situation jusqu'à la fin. Ouais, voilà. Plein de twists et tout. Et c'est même pas tant des retournements, parce que pour qu'une situation soit retournée, il faut qu'elle soit déjà stabilisée. Tu vois. Ouais. Non, d'accord. Voilà. Et du coup, non, pour moi, c'est tellement genre déjà l'univers au début qui se fabrique de petits morceaux en petits morceaux et qui est complètement génial. Et après, l'univers qui se déconstruit et que tu sais pas forcément dans quelles règles, genre comme je disais tout à l'heure, genre les règles s'ajoutent au fur et à mesure. Mais c'est ça qui est bien, c'est que non plus ils le savent pas et qu'on découvre avec eux et ils savent pas ce qui se passe. Et il y a pas un truc qui explique tout, il y a vraiment plusieurs trucs qui marchent ensemble et moi, au final, j'ai peut-être été un petit peu déçu que ça s'explique juste par en fait ils sont morts. Enfin, j'aurais bien aimé qu'il y ait vraiment une histoire de temps qui recule juste indéfiniment et que ce soit ça le problème. C'est vrai, pourquoi Jory au final il a fait ça? Voilà, au final c'est comme ça qu'il marche et c'est juste une entité négative, une pure entité de chaos et c'est juste ça en fait, il a juste besoin du mal. Entité de chaos, mais là t'as quand même un ordre, t'as quand même une raison, enfin t'as quand même une logique dans ce qui se passe. Ouais. Même s'il retourne en arrière, t'as quand même une logique et c'est pas du chaos pur. C'est vrai, ouais. Au final, il y a quelques trucs, il y a tellement de liberté, je trouve, dans le scénario, qu'il y a quelques trucs qui sont pas forcément logiques les uns avec les autres. Ah oui, non, il y a des trucs que j'ai pas forcément compris encore. Mais dans l'ensemble... Même Pat, au final, en gros, elle a rien fait, c'est ça. Ouais, voilà, au final, Pat, elle a juste pas changé ce qui s'est passé, mais elle a rien fait. Voilà, elle aurait pu aider, elle a pas aidé. Ouais. Et elle croit qu'elle tue les gens, mais en fait, elle fait rien du tout, ouais. Voilà, c'est... Bon, mais déception.
dans tout le bouquin, on sait pas où ça mène, et c'est légitime parce que les humains normaux de ce bouquin-là savent pas où ils vont, et savent pas ce qui se passe, parce qu'ils sont dans une situation qui les dépasse complètement. Et d'ailleurs, le Jory, dans le vrai monde, les gens savent pas forcément ce que c'est. Et ils savent pas que la demi-vie, elle est construite par lui Non, ça, pour manger les gens. Puis même pour moi, la demi-vie, elle est pas construite par lui, mais il crée un environnement pour les gens semi-morts, c'est ça? Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. Il crée un environnement pour eux. Et il les mange. Et il les mange. Alors, est-ce que... Pouf. Bon, je voudrais bien ça parler... c'était bien détaillé, donc pour ceux qui n'ont pas le temps de le lire, bah voilà, vous l'avez lu. Exactement. Alors j'aimerais bien revenir sur l'autre version que j'ai lue. Vas-y. Parce qu'en gros, depuis que j'ai lu ce bouquin, genre je suis devenu fasciné par l'idée de faire un film là-dessus, parce que en gros, Philip K. Dick, genre il a écrit le livre qui a fait Blade Runner, il a écrit Minority Report, il a écrit Total Recall. Voilà, alors enfin, A Scanner Darkly, que j'ai pas vu mais qui a l'air très cool. Ah. Et du coup, genre, beaucoup de ces bouquins ont été adaptés en film, mais celui-là, il a jamais été adapté. Alors du coup, je me suis renseigné, et genre dans les années 70, il y a un réalisateur français qui voulait déjà faire un film là-dessus, et c'est Philip K. Dick qui a écrit le screenplay, enfin le scénario. Et le film s'est finalement pas fait, mais du coup, le scénario écrit par l'auteur, quoi. Le scénario est quand même en vente. Ouais. Donc du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu. Disons que c'est intéressant. Alors déjà, dans les raisons pour lesquelles il a pas été fait, je pense que c'est parce que apparemment il est terriblement long. Je pense que ça ferait plus de 3 heures. Ce qui serait plus forcément un problème aujourd'hui, mais bon, genre... ouais, mais voilà. Ça reste toujours... Pas mal de gens sont encore réticents à ça. Après, il y a certains éléments, genre par exemple les pubs pour Rubik au début de chaque chapitre. En fait, là, ça devient... C'est encore dans le scénario. En fait, genre de temps en temps, au milieu d'une scène, t'as une image qui apparaît d'une pub pour Rubik avec le petit slogan écrit dessus. Et ça dure une dizaine de secondes, puis ça s'arrête. Et en gros, des fois, t'as ça coupe le son, ou alors ça le diminue beaucoup, et pendant que les gens continuent de parler derrière. Et du coup, ça a vraiment un côté intrusif sur le scénario. C'est hyper intéressant, c'est bien malin. Mais en effet, comment tu t'attaches au film, au personnage, quand t'as des coupures comme ça, qui te rappellent, au fait, c'est un film, c'est pas la réalité, donc t'attaches pas trop au personnage. Ouais, voilà. Je pense que ça peut être bien tourné, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis je trouve ça bizarre aussi que ce soit juste une vignette qui bouge pas. Genre, enfin. Après, encore une fois, ouais, ça peut évoluer encore. Hein, oui, voilà, c'est ça. En effet, je vois ce que tu veux. Là, voilà, pour le niveau des pubs, j'étais genre, ouais, j'aime bien comment c'est transmis sur le cinéma, mais je sais pas trop. Enfin, c'est bizarre quand même. Sinon, genre, c'est bien réadapté quand même en film et en dialogue et tout, parce qu'apparemment, quand il l'a écrit, genre, il était hyper inspiré, il voyait très exactement comment il voulait le faire en film. Donc, ça, c'était assez cool là-dessus. Et après, il a un peu changé la fin. Ouais. La toute fin. Tu veux dire comment ça se finit ? Oui, je veux bien. Vas-y. Alors en gros, c'est après qu'il ait rencontré Ella dans la demi-vie, et qu'il soit allé au drugstore et qu'il ait pas pu avoir de Ibis. Parce que là, il y a rien qui change. Parce que là, il y a rien qui change. Ouais. Il sort du drugstore et là, il voit Ella sur un banc. Et du coup, il commence à lui dire qu'est-ce qui s'est passé ? Non, on va marcher un petit peu. Tu sais, genre ils essayent de. On va discuter. De discuter un peu. Et il passe à côté du restaurant, qui en fait n'est pas un restaurant, mais est un genre de bar de striptease, mais sale, et genre un peu genre vraiment maléfique, genre sombre et rouge. Et en fait on comprend, parce que pareil au début du film, il y a un moment où elle décrit que elle va se réincarner, mais que pour l'instant elle voit en fait juste une lumière rouge, une sorte de flamme rouge ils en menaçante. Parlent dans le livre aussi. Hein. Voilà, une sorte de flamme rouge menaçante. C'est vrai qu'ils en reparlent pas dans le livre. Voilà, ils en reparlent pas de ça. Et où Glenn en gros lui explique ça c'est peut-être une mauvaise chose, donc va pas trop par là. Ça. Ouais. Et du coup Joe et Ella ils voient ça, et Joe il comprend qu'en fait le restaurant de striptease sale, c'est la lumière rouge qu'il faut pas suivre. On va pas le striptease, c'est ça. Voilà, genre. Et c'est du vice, c'est du. Voilà. Et du coup, genre Ella elle est un petit peu en transe quand même, et elle finit par rentrer dedans, et t'as Joe qui la poursuit à l'intérieur, et t'as apparemment quelqu'un avec un visage grotesque qui referme la porte, et c'est genre le dernier truc que tu vois. Ça se finit comme ça ? Non, ça se finit pas comme ça. C'est le dernier truc que tu vois de la scène, et après ça enchaîne sur Runsiter qui est dans une maternité qui est un petit peu annexe. Quoi ? Qui est un peu annexe elle est comme ça, c'est ça ? au machin. Et non, en gros, c'est genre la fille de la secrétaire de Herbert qui vient d'accoucher d'un enfant qui apparemment est la réincarnation de Ella. Et du coup, Glenn, il va téléphoner et il fait c'est bon, elle est arrivée, elle est revenue et tout. Et il a utilisé une des pièces qui a pas marché, il la regarde et il y a Joe Chip sur la pièce. Comment il a su qu'elle allait se réincarner en ce bébé-là ? Je sais pas trop exactement. J'avoue que c'était un peu flou, genre je crois que c'est un peu ambigu comme fin. Et du coup, je pense que si ça avait... une petite dimension en plus que voilà. Dans le livre. Si ça avait été fait, ça aurait été bizarre. Moi, j'aurais bien vu un mélange des deux, genre où Ella, elle va bien vers la lumière rouge,
Et Mais éventuellement... pas un truc aussi littéral que oh le bébé est né et puis c'est là Peut-être, quoi. ouais, voilà, Parce que là peut-être pas. je trouve ça vraiment très Là, littéral. du coup, en fait. ça aurait rajouté un petit côté tragique, mais en même temps, genre, elle a fait son boulot et elle part vers l'au-delà et elle suit le chemin qu'elle doit suivre. Ouais, et puis si elle parle de réincarnation avant, justement, t'as le doute qui plane sur est-ce que c'est vraiment maléfique ou est-ce qu'elle est juste réincarnée ou... Ouais, voilà. Mais du coup, dans Mais ouais. l'ensemble, La fin avec la pièce reste. la fin avec la pièce reste quand même, parce que c'est le petit troll rigolo. Moi, j'aime beaucoup cette Et fin. puis parce que... c'est très à la mode au cinéma, donc... Ouais, voilà. Du coup, c'est toujours plus ou moins en production une nouvelle version du film, qui aurait été à la base Dirigé par Michel Gondry, réalisé c'est par ça, Michel ouais. Gondry, voilà. Donc, qui aurait été plutôt adapté pour ce genre de film. Ça aurait été bien, mais... Mais apparemment, il n'a pas été satisfait du scénario qu'on lui a apporté, et du Ouais. coup, c'est toujours un petit peu... Je me demande s'il a pas abandonné le projet. Ouais, Du coup. j'ai l'impression que c'est pas exactement abandonné, mais enfin, je sais En pas. tout cas, c'est plus d'actualité Voilà. pour l'instant, et peut-être que ça le sera dans le futur, mais ils sont pas en train de travailler activement sur un nouveau film sur Ubik. Voilà, du coup, à voir. Moi, j'aurais bien vu, genre, Terry Gilliam qui réaliserait. Parce que je sais pas si t'as vu Brésil. Non, crois que tu l'as pas vu. Non. J'ai trouvé que ça m'a beaucoup fait penser. Je trouve que l'univers est un peu semblable dans le côté cynique, un petit peu. Eh bien, Je crois qu'on a fait le tour. alors en conclusion, on Pour peut dire résumer, que, ben voilà, c'est un bon livre. Tu veux qu'on le note? Moi, je suis pas trop pour les notes. Oh je bah préfère non, donner on un note avis pas. général. Je le note livre sur 20. Ouais, moi, en tout cas, je peux dire que j'ai eu une période où je lisais pas beaucoup, et là, je me suis vraiment remis à lire régulièrement avec ce livre-là. Et enfin, pour le coup, pour quelqu'un qui lit peu ou qui a envie d'un livre passionnant que t'as pas envie de laisser de côté, bah pour moi, c'est le livre, quoi. Parce que j'ai déjà lu des livres où je me forçais un petit peu à lire parce que c'est des classiques ou parce que j'aime quand même bien l'auteur ou ce genre de choses, mais je sentais que j'avais pas cet enthousiasme forcément à lire le livre. Là, pour le coup, c'était pas le cas. Là, c'était un peu pareil. Genre, pendant longtemps, moi, j'ai jamais été trop un gros lecteur non plus. Et là, j'ai voulu me lancer, je voulais lire la science-fiction. J'ai commencé par Dune, que j'ai trouvé chiant. Enfin, bah Dune, c'est un peu ce qui ressort. C'est culte, c'est génial, c'est une super histoire, mais ça peut avoir ce côté un petit peu long, quoi. En fait, paradoxalement, dans Dune, ce que je trouvais le plus intéressant, c'était les conversations. Et genre, les conversations, elles étaient prenantes. Genre, dès qu'il y avait des trucs un peu politiques avec des petits trucs comme ça, c'était hyper intéressant. Mais c'était un peu poussif, puis c'était écrit... Enfin, je trouvais que c'était écrit un peu... C'est pas si naturel. Ça m'a pas... Ouais, et ça m'a pas trop parlé. Alors que là, après, j'ai enchaîné sur celui-là, et c'est incroyable. Ça se passe très très bien. Je crois que clairement, là, je vais lire d'autres bouquins de Dick. Je pense genre, aussi. je suis aussi intéressé de lire L'homme dans le haut château, Scanner Darkly, parce que je sais pas de quoi ça parle. Et ça, tous les classiques qui sont derrière les grands films aussi, tu vas pouvoir comparer. Ouais, voilà, vraiment, ouais, genre c'est vrai, genre Total Recall, je crois que c'est une nouvelle en plus, donc ça relie. Moi, je me suis dit que bah, justement le petit passage sur les rêves dans Ubik, ça m'a fait penser justement un petit peu à cette dimension du rêve dans Blade Runner. Ouais. Et aussi tout ce qui est précog et tout. J'ai re-regardé Minority Report récemment. Ouais. Et justement, on en parle et l'univers il est un petit peu le même. Donc si on a aimé l'univers dans Ubik ou dans Minority Report ou dans Blade Runner, bah, on les retrouve aussi dans ces autres livres. Ouais, voilà. Donc c'est pas mal si on aime bien l'auteur en effet. Alors en plus, apparemment à la fin de sa vie, il a commencé à péter des câbles, Ouais, avoir il des était un peu hallucinations et schizophrène, tout, je ouais, crois. ouais. Et il avait l'impression qu'il était la réincarnation d'un extraterrestre, je sais plus, et du coup il écrit des bouquins dessus et ça a l'air incroyable. Genre, j'aimerais bien lire ça. Tu parles. En plus, ces bouquins sont jamais très longs, je crois que ça fait jamais plus de 300 pages. Genre. Et puis, encore une fois, le style d'écriture, il est pas trop poussé, il est pas trop complexe, il se la joue pas non plus. Ouais. C'est assez terre à terre, c'est assez simple et c'est facile à lire. Mais on sent que c'est assez quand même cynique et dans sa tête. Genre, Oui. c'est très dans son univers, et si t'arrives pas à être dans le même état de pensée que lui, tu vas pas trop suivre. Et même les nouveaux mots qu'il invente, par exemple, tout simplement les vitphones, pour moi, c'est tellement actuel, c'est tellement bien pensé et proche de notre réalité actuelle qu'au final, bah, tu t'imagines très très bien dans ce futur qui est au final pas si loin que le nôtre. Et ce que j'ai bien aimé aussi avec le côté où il faut mettre une pièce pour faire marcher chaque chose, c'est que je trouve aussi qu'on n'y est pas, bien sûr, mais qu'on a quand même tendance à prendre cette direction dans la société. Par exemple, quand j'étais petite, je me rappelle que les pubs de voiture, c'était le prix de la voiture, c'était dans les milliers. Et maintenant, c'est beaucoup genre au mois, tu vois, si tu veux louer la voiture. Et je trouve qu'on a tendance justement à descendre comme ça avant de t'acheter quelque chose et tu l'avais, et puis maintenant c'est plus à l'utilisation ou c'est au mois. Et je trouve qu'on se dirige en effet vers ce genre de choses. Et je trouve qu'il était très malin dans sa façon d'envisager l'avenir et au final pas si loin de la réalité, quoi. Bah après, genre, rien qu'avec les microtransactions dans les jeux, ce genre de choses, c'est un peu exactement ça aussi, quoi.
C'était très bien vu. Et puis c'est ça, t'as quand même un environnement hostile où tout le monde a peur pour sa vie au final et ils se sentent au final très seuls. Ouais. Et aussi ce côté avec un petit peu d'humour, une pointe de cynisme. Et t'as quand même ce côté-là qui te permet de t'amuser aussi quand tu lis le livre, quoi. Ouais, voilà. Puis encore une fois, les rebondissements, très bon. Encore une fois, j'ai jamais lu un bouquin comme ça. C'était tellement... Ouais, bah, je me suis amusé. Oui, C'était un plaisir de lire. Et j'avais jamais ressenti ça avant. Genre même dans les bouquins que j'ai lus, enfin la plupart du temps je lisais les bouquins pour l'école et ça me plaisait comme ça, genre, mais j'avais jamais vraiment un bonheur à lire un bouquin, quoi. Genre vraiment où j'avais envie de me replonger dedans et de découvrir ce qui allait se passer après, genre. Moi c'est vrai que j'ai eu très peu de livres comme ça. Après j'ai des livres que j'ai adorés. Et je pense à des gros livres, genre Les raisins de la colère, que j'avais juste adoré, qui était génial. Mais pour autant, c'est un gros pavé. Je sais pas si je me suis ennuyée dans le roman, je me rappelle pas, mais pour autant, j'ai pas eu cette envie d'ouvrir le livre et de le finir le plus vite possible, tu vois, et d'avancer dans l'histoire et de comprendre ce qui se passe. Donc en effet, là-dessus, il a très bien joué, je pense. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bah en même temps, ça fait 1h30 qu'on parle. Enfin, il faut critiquer le livre plutôt que d'écrire tout ce qui se passe, quoi. On vous conseille de le lire. Oui. On vous conseille de le trouver. Moi, je vous conseille de le trouver d'autant plus d'occasion, parce que c'est quand même un livre assez classique, même si on en parle assez peu. Et il n'est pas aussi connu que d'autres livres de cet auteur-là. Et puis je trouve que c'est d'autant plus pertinent d'acheter ce bouquin-là en occasion. Et d'avoir ce bouquin-là en vieille version. Genre... Et puis, d'autant plus quand l'auteur est vivant, je vois l'intérêt de payer le livre neuf et de donner un peu d'argent, mais quand il est mort. Ouais. Bon, on va clore cette vidéo par un grand merci vous tous pour regarder cette première vidéo de nous à deux. On espère que ça vous a plu. Ouais. Parce que ça nous a plu. Ouais, on s'est bien amusé. C'était bien rigolo. Alors, c'est pas ces cocktails. Ces cocktails, on fera ça mieux la prochaine fois aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-nous si vous avez apprécié, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire maintenant grâce à nous, si on vous a spoilé le livre et que vous voulez juste plus le lire maintenant. On a tellement dit sur le livre que ça sert plus à rien de le lire. Est-ce qu'on a dit des bêtises? Est-ce qu'on s'est trompé sur certaines choses? Est-ce qu'on a on s'est mal rappelé de détails peut-être? Voilà. Et si vous avez lu plus de livres de Philip K. Dick ou de science-fiction, lesquels vous nous conseillez pour la suite? Lesquels ils sont faciles à lire et, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite? À très bisous. Et prenez soin de bientôt. J'ai plus jamais envie de parler de ce bouquin.